commencer cette table ronde avec 4 invités. Cette table ronde qui portera sur donc le bocage, les talus, les haies. On va passer rapidement sur le côté un peu historique du bocage et sur l'utilité des haies au niveau de la biodiversité, de l'eau, de l'élevage et de l'aspect économique, bois, énergie des haies. Et puis ensuite on va pas mal s'atteler à la politique actuelle de préservation des talus via différents aspects administratifs et comment ce système-là de préservation peut être amélioré, perfectible, en essayant de regarder un peu les faiblesses du système actuel, mais tout en apportant des solutions, un peu un espoir face aux leçons que l'on voit actuellement concernant les talus. Alors, donc les 4 invités, je vous laisse vous présenter peut-être. Vous voulez peut-être commencer. Oui, bonjour à tous et à toutes. Vous n'entendez rien? Oui. C'est nous qui sommes responsables ou c'est le fond de la salle qui est... S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir de l'écoute pour ceux qui sont intéressés? Puis, ceux qui veulent aller discuter, il y a de la place dehors avec les talus et les haies. Ouais. Voilà. Bon, là, vous voyez qu'à l'appel des talus, ça fonctionne. Alors, moi je me présente, Jean-Luc Pichon, je représente Eaux-et-Rivières de Bretagne. Ça fait plus de 3 ans qu'Eaux-et-Rivières s'est investi dans la thématique du bocage. On a organisé un colloque et de nombreux outils pour ceux qui veulent s'emparer de la question du bocage, à savoir un livret, une exposition, et puis un tuto géoportail pour repérer sur le terrain les haies qui ont disparu, et les signaler également sur le petit sentinelle qui est hébergé par Eaux-et-Rivières de Bretagne. Donc voilà, je cède la parole maintenant à mon voisin. Donc Olivier Perrotte, agriculteur à Glomel, en agriculture biologique, producteur de lait. Donc moi je suis là pour représenter les agriculteurs qui ont envie de relancer le bocage dans cette région. Et aussi, je représente une association qui s'appelle Crèze Bois Énergie, qui a été créée en 2004 et puis qui travaille pour la relance du bocage. Oui, donc bonjour à tous, David Roland, donc je suis chargé de mission Habitat et Biodiversité à la Fédération départementale des chasseurs des Côtes d'Armor. Donc nous, en tant qu'association de protection de la nature, on milite vraiment pour la préservation d'un bocage fonctionnel. Et donc on porte actuellement le déploiement d'un label qui s'appelle le label Haie. Et tout à l'heure, je vous en dirai un petit peu plus. On est également membre actif de l'AFAC Agroforesterie, donc une structure nationale qui réunit toutes les structures justement qui travaillent sur l'arbre hors forêt. Bonjour, donc Benoît Joseph, paysan fromager à Comana. Moi je vous parlerai un petit peu de l'aspect réglementaire, qu'est-ce qu'on peut faire pour classer son bocage ou le bocage d'une commune. Et je vous parlerai peut-être aussi, s'il y a le temps, comment on a fait classer quasiment l'intégralité de notre bocage sur notre ferme à Comana. Merci beaucoup pour ces présentations. Peut-on demander au bar de parler plus doucement au bar? S'il vous plaît, au bar. Alors, la notion de bocage comme un réseau maillé de haies, elle est quand même assez récente, elle date des années 60-80. Avant, le terme bocage désignait plutôt un aspect naturel, ça vient du mot bosquet. Ensuite, il est devenu au XVIe siècle un élément culturel via l'embocagement qui servait à plutôt propriétariser des parcelles, enlever les parcelles communes, les communs, qui
permettait aux paysans et aux gens de pouvoir pêcher, chasser et mettre leurs animaux en liberté dans ces communs-là. Et donc, suite au remembrement, la notion de bocage en tant que patrimoine culturel et naturel à préserver s'est construite. Est-ce que vous avez une idée sur la place actuelle du bocage en tant qu'élément naturel et culturel au vu de toute cette histoire? Qu'est-ce qu'elle est pour vous aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment un acte de défense et à la fois avec cette histoire un peu humaine et conflictuelle? La première question. Si on regarde l'histoire du bocage, on qualifie aussi le bocage de forêt linéaire. Alors, ce qui est intéressant, je pense, c'est de voir comment a évolué en fait la représentation du bocage depuis qu'il existe en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, le bocage était considéré plutôt comme une clôture. C'était en fait, on encageait au départ les cultures pour les protéger des animaux. Après, on est venu aussi à encager les parcelles pour les animaux. Mais c'était surtout le regard qui était jeté sur le bocage était surtout un regard de clôture, auquel après s'est ajouté évidemment le prélèvement en bois, en énergie, et puis bon, les récoltes annexes de fruits que généraient en fait les arbres du bocage. Mais aujourd'hui, le regard que l'on a sur le bocage, il est étayé par de nombreuses études scientifiques. Et ce regard-là, il a changé parce que on voit aujourd'hui que le bocage est un outil fonctionnel pour l'agriculture. J'ajouterais même que si j'étais agriculteur, eh bien, si je voulais créer un outil qui me permette de préserver l'érosion, de garder l'eau sur mes terres, d'avoir une action climatique sur mes cultures, un rendement également supérieur, de protéger mes bêtes, d'avoir de l'énergie à pas cher, eh bien, l'outil que je pourrais créer, mais qui est déjà créé, c'est le bocage. C'est un outil fonctionnel et c'est aussi l'outil de demain, à mon avis, si on veut préserver et sauver notre paysage. Et enfin, un dernier point, c'est le bocage, c'est un patrimoine vivant. Et comme pas tous les patrimoines vivants, comme tout ce qui est la vie, c'est quelque chose de fragile. Donc ça nous appartient à nous de valoriser et de protéger ce bocage. C'est aussi pour moi une démonstration que l'homme ne fait pas toujours que, je vais dire crûment, que des conneries. Parce qu'en créant le bocage, il a créé un écosystème particulier qui a pratiquement toutes les qualités qu'on peut envisager au niveau de la protection de notre patrimoine vivant et au niveau aussi de la protection et de l'amélioration des cultures. Bon, voilà, quelques mots. Et peut-être que son histoire, en tant que création de l'homme, fait qu'aujourd'hui, ça vient sur la protection, la destruction, les désaccords. Peut-être qu'on peut passer justement à l'utilité du bocage et commencer par l'aspect biodiversité du bocage et de ce qu'il apporte à la faune. Donc effectivement, sur ce plan-là, aujourd'hui la biodiversité est fortement en déclin. Je pense que je ne l'apprendrai à personne en disant ça aujourd'hui. Si on cite quelques chiffres, en Bretagne, pour les oiseaux, c'est moins 40% de leur abondance qui est relevée aujourd'hui en 20 ans. Si on s'intéresse aux insectes volants, c'est moins 75% qui est observé aujourd'hui. Nous, structures qui représentons les chasseurs, si on s'intéresse par exemple à la perdrix grise, eh bien la sous-espèce armoricaine a complètement disparu des paysages bretons dans les années 90.
Le lapin de Garenne, qui a pullulé, qui a été considéré comme un fléau tellement il était surabondant, donc un fléau pour les cultures, hein, et bien aujourd'hui on va vivre sa complète disparition. C'est-à-dire qu'en 20 ans de temps, si je cite simplement le tableau de chasse pour les Côtes d'Armor, il est passé de 150 000 à moins de 4 000 l'an dernier. Ça veut dire que l'espèce est en train de disparaître. Et la raison de cette disparition, c'est évidemment pas la pratique de la chasse, c'est la dégradation des habitats. Aujourd'hui, les deux causes qui sont principales, hein, qui sont identifiées pour justifier un peu ou comprendre cette disparition et cette érosion de la biodiversité, c'est la diminution de la proportion des éléments fixes du paysage. Et là, évidemment, chez nous, ce bocage qui structure nos paysages et son érosion en est une des grandes causes. Et par ailleurs, c'est là ce qu'on appelle la fragmentation des habitats. C'est-à-dire que pour chacune des espèces, c'est la diminution des surfaces qui leur sont favorables et l'éloignement de ces surfaces les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire au regard des capacités de dispersion des espèces, il y a un moment où il n'y a plus d'échange entre les populations et ça entraîne de l'érosion et de la fragilité aux maladies, etc. Alors je n'aborderai pas la question des pesticides, mais beaucoup de raisons qui sont liées en fait à l'industrialisation de l'agriculture, à la simplification de nos paysages, ont eu pour effet une disparition énorme de notre biodiversité, même pour des espèces parfois aussi communes qu'un lapin de Garenne par exemple. Oui, alors j'ai quelque chose à rajouter par rapport à ça, parce que quand on parle de disparition des espèces, disparition de la biodiversité, parallèlement à ça, on observe qu'il y a de plus en plus de dégâts de gibier. Et en fait, quand on observe, là dernièrement, on a la possibilité de voir des cartes du maillage bocager, enfin de notre région, des photos aériennes de 1952, je crois, qui sont sur Géoportail là maintenant. On les met en surexposition, on va dire, par rapport aux cartes d'aujourd'hui, et on observe qu'il y a autant de bois aujourd'hui qu'avant. Il y a autant de bois aujourd'hui qu'avant, sauf que c'est pas du tout fait de la même façon. Avant, il y avait un vrai maillage bocager, que ce soit dans les zones humides ou dans les zones de culture. Les zones humides, c'était la richesse des fermes il y a 50-60 ans. Parce qu'il y avait un maillage bocager, parce que ces zones humides-là étaient ouvertes, c'était des prairies. Et les grands champs de culture aujourd'hui, un grand champ de culture en 1950, c'était un champ d'1 hectare. Aujourd'hui, un grand champ, c'est un champ de 10 hectares. Donc il y a avec une absence complète de bocage. Et on observe que les espèces comme le sanglier, par exemple, se regroupent dans on va dire carrément des no man's land, où il n'y a plus personne, c'est complètement refermé, c'est complètement enfriché. À côté de ça, on peut voir qu'il y a des grandes zones de maïs dont le sanglier n'a jusqu'à se déplacer pour se nourrir et se reproduire. On observe aujourd'hui des portées sur les sangliers qui sont faramineuses. Et donc, voilà, on règle rien, on a autant de bois maintenant qu'avant, sauf que c'est complètement déstructuré, complètement boulot à refaire. Alors, en parlant de biodiversité, il m'est arrivé des exemples. Moi, je suis installé depuis une trentaine d'années et depuis que je suis installé, je n'ai pas arrêté de voir des exemples. Et je retrouve aujourd'hui des têtes ici qui m'ont vraiment aidé à aller vers l'écologie, qui m'ont vraiment ouvert les yeux dans ce domaine-là, dans le domaine de la biodiversité. Et je les en remercie, je crois qu'ils se reconnaissent. Et je prendrai un exemple, par exemple, en 2012, j'ai semé une dizaine d'hectares de prairies en septembre. Et 2 mois plus tard, le semencier est venu me dire « Mais comment ça se fait que tu ne m'as pas recommandé de semences ?» Je dis « Pourquoi recommander de semences ?» Ben si, il y a eu au moins 40% de dégâts sur les semis cet automne. Je dis « À cause de quoi ?» Ben les limaces, il y a eu le printemps, l'automne a été pourri, il y a eu des dégâts de limaces. Moi, sur mes 12 hectares que j'avais semés, j'avais 0 dégâts de limaces. Alors là, je me suis, comme toutes les démarches que je fais, c'est comme ça, j'observe quelque chose et je vais voir pourquoi. Et j'ai fait pas mal d'observations, pas mal de recherches là-dessus. Et en fait, pourquoi? C'est parce qu'on a conservé un maillage bocager. D'une part, on est en agriculture biologique, donc plus de pesticides, plus de fongicides, donc plus d'insecticides, et puis des haies. C'est-à-dire que si on enlève les haies, beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui disent « Ah ouais, il faut supprimer les haies parce que c'est des nids à limaces. » Ah oui, mais les limaces, il faut bien qu'elles aient des nids. Enfin, si on détruit l'habitat des limaces, les limaces, elles vont où? Elles vont au milieu des champs, elles se perdent au milieu des champs. Et là, ça fait des demi-hectares de dégâts de limaces. Parce que les limaces, elles n'ont absolument plus d'habitat. Alors que si elles ont les haies, si elles ont des espaces non travaillés, les limaces,
elles naviguent. Hein. Les limaces, ça fait plusieurs kilomètres dans la journée. Donc les limaces, elles vont manger, elles reviennent dans la haie, et ça fait pas de dégâts, parce que sur la haie, on les a entretenues, on fait pas de pesticides, on fait pas d'épareuses à outrance comme on voit aujourd'hui, ou des haies, on appelle ça des haies, mais c'est des vrais crânes d'œufs, c'est complètement nettoyé, il n'y a plus du tout de biodiversité. On maintient une végétation sur les haies, et ça fait vraiment des habitats pour les limaces. Enfin là, j'en passe. Il y a des milliers d'insectes et de mollusques qui vivent là-dedans. Et en agriculture biologique, on se rend compte de ça par la force des choses. On n'a plus que la biodiversité pour nous protéger. Donc on se rend compte de vraiment l'utilité du bocage à travers ça, quoi. Juste pour compléter, hein, la haie sera aussi un habitat formidable pour accueillir tous les prédateurs des limaces ou des pucerons. Au-delà de la biodiversité, il y a aussi le lien au cycle de l'eau, et avec la sécheresse qui a eu lieu cet été, on l'a vu et on l'a constaté malheureusement assez rapidement et de manière claire de la sécheresse et de ses conséquences. Qu'est-ce que le bocage, quel rôle a exactement, enfin de manière synthétique, sur le cycle de l'eau, la rétention, le lien à la qualité de l'eau dans les rivières? Je crois qu'il faut avoir une vision un peu systémique, globale. Bon, il est vrai qu'aujourd'hui, dans nos campagnes, on a perdu en fait le chemin de l'eau. On a perdu le chemin de l'eau parce qu'on a tout fait pour ça. On a rectifié les cours d'eau, asséché les zones humides, imperméabilisé les sols, utilisé certains modes de culture qui sont loin de... En fait, plus un sol est vivant, plus il va permettre à l'eau de s'infiltrer. Moins un sol est vivant, moins l'eau va s'infiltrer. Donc, on a fait tout le contraire de ce qu'il fallait pour garder l'eau. Le bocage aussi en est un exemple, parce qu'on sait que là où il y a un parcellaire conséquent, on diminue l'intensité des crues de 2 à 3 fois. Et c'est important parce que toute l'eau qui tombe avec les crues, enfin l'eau qu'on a aujourd'hui avec les épisodes torrentiels, on a 10-20 mm de pluie maintenant qui tombent en l'espace de quelques heures, et il est évident que quand ça tombe sur un sol qui est pratiquement mort ou qui a été très très compacté, l'eau ne s'infiltre pas. Et quand en plus on a enlevé les talus qui retenaient l'eau, eh bien l'eau, ça, comme dit dans la chanson de Servat, elle court très vite. Et aujourd'hui, on arrive même dans des secteurs où il y a des linéaires de haies assez importants. Moi, je suis du bassin du Léguerre, où quand même l'intensité de haies est importante. Eh bien, par endroits, on a des torrents de boue. Hein, pour l'anecdote, moi, je peux vous citer le témoignage d'un agriculteur qui me disait, en limite de mon champ, le voisin, donc j'ai pu réaliser un talus, mais le voisin n'a pas voulu qu'on plante le talus. Et au dernier épisode torrentiel, eh bien l'eau s'est accumulée le long du talus, mais comme il n'y avait pas de racines dans le talus, eh bien sous la pression de l'eau, le talus a sauté. Et toute l'eau s'est retrouvée sur la route. Et il y a encore de multiples exemples comme ça dans beaucoup de communes. Donc on a perdu le chemin de l'eau en perdant aussi le sens du bocage. Voilà. Moi, dans les premières années de mon installation, j'ai fait un talus. Et j'ai des voisins qui sont venus me voir et se sont dit, mais c'est n'importe quoi là, ce que tu fais là. Enfin, tu vas voir, il va y avoir un étang qui va se faire contre ton talus. J'avais 400 mètres de pente d'un seul tenant, et puis j'ai fait un talus dans le milieu. Un talus que mon père avait enlevé avant. Il avait fait comme tout le monde, hein, on enlève les talus, on fait des grandes parcelles. Mais il était content de me voir refaire un talus. Et j'ai refait le talus, et en effet, l'année d'après, j'avais un étang contre mon talus. Alors, j'osais pas trop montrer ça, évidemment. Et ça montrait toute l'eau que le talus retenait. Et puis, évidemment, ça s'est fait. 2-3 ans plus tard, il n'y avait plus rien de ça qui existait. Et le talus, il est bien là. Il y a des très beaux arbres dessus. Et la terre s'est vraiment refaite en hauteur de ce champ-là. Et tout à l'heure, quand tu parlais d'érosion, il y a une culture, pour moi, la plus catastrophique qui existe en Bretagne et qui se développe aujourd'hui, pourtant, c'est la culture de la pomme de terre.
Alors la pomme de terre, ça a la capacité de traverser les routes, donc c'est assez intéressant, parce que quand vous allez dans le coin de Liac-les-Guérec, ou bien même Ploutaniel, Esnevin, Landerneau, Landivisio, l'autre côté de Comana, là, quand on a traversé la butte, s'il y a plu un petit peu, on voit de temps en temps des pommes de terre qui traversent les routes. Alors c'est pas pour aller rendre visite à leurs voisines, hein, c'est tout simplement parce que la terre est tamisée. Quand les agriculteurs travaillent la terre, ils soulèvent la terre sur 60 cm. Ensuite, ils la tamisent, c'est-à-dire qu'ils amènent des éléments grossiers en profondeur, ils laissent les éléments fins en surface. Et là, évidemment, quand il arrive de l'eau là-dessus, ben, c'est le premier rendu en bas. Donc s'il n'y a pas une haie en travers, c'est catastrophique. Donc c'est vrai qu'on doit se battre pour les talus, mais la pomme de terre aujourd'hui en Bretagne, ça fait vraiment des dégâts énormes, quoi. Je voudrais juste ajouter un petit commentaire par rapport à ça. C'est vrai qu'on a parlé de l'eau, mais comme tu dis fort justement, il y a l'érosion de la terre. Toute la terre fout le camp avec l'eau. Et aujourd'hui, dans les rivières, on parlait encore de quelques années de la modification des rivières bretonnes, mais moi j'ai vu un épisode là, il y a quelques mois où il y a eu une petite crue, mais c'était plus de l'eau qu'on avait, c'était de la terre. Avec un peu d'eau. Et juste aussi pour l'exemple, il y a une rivière à Truites de Mer qui se situe dans le nord de la France, juste près de la Belgique. Et évidemment, vous savez, les Belges, ils aiment les frites. Donc les agriculteurs là-bas se sont mis à faire de la pomme de terre. Et aujourd'hui, la rivière, en fait, ce qu'on appelle les frayères, c'est-à-dire là où les poissons se reproduisent, il y a besoin de gros graviers dans lesquels va circuler l'eau et l'oxygène. Mais oui, mais aujourd'hui, toute la terre, en fait, toute la terre qui vient des champs de pommes de terre, colmate toutes ces zones de frayères. Donc la reproduction, en fait, de ces poissons-là, elle est compromise très très fortement. Dernière chose là-dessus, parce qu'on va avancer, je crois. Quand on parle d'érosion, l'INRA sort régulièrement des cartes d'érosion en France et des terres érosives, et la Bretagne est en rouge. La Bretagne a vraiment les terres les plus érosives de France. Pourquoi? C'est parce qu'on a une très faible profondeur de sol, on n'a pas d'argile, on a des limons très fins, et on a des matières organiques de très mauvaise qualité. Il suffit qu'on la travaille mal, qu'on n'ait pas de haies, et là, évidemment, il y a des endroits où il pourrait pleuvoir 50 mm dans la journée, il n'y aurait pas d'érosion. En Bretagne, il pleut 20 mm, tout de suite, c'est la meilleure terre qui part. En plus, c'est la meilleure, c'est pas n'importe laquelle. Juste pour abonder, hein, donc à chaque fois qu'il y a ces épisodes, on va dire, de grosses pluies avec la terre qui sort des parcelles, ayez simplement à l'esprit que pour créer 1 cm de sol, il faut 50 ans. Et parfois, on a un orage, tout est parti. Alors maintenant qu'on a vu un peu... Ah non, j'imagine. Du coup, bon voilà, on a fait le tour un peu de l'utilité, un peu, on a synthétisé parce que le public est quand même un peu averti sur ces questions-là. Aujourd'hui, enfin là maintenant, on va commencer à voir un peu comment, quelle est la réglementation actuelle pour la préservation des talus, comment l'améliorer. Vous, par exemple, Benoît Joseph, à Comana, en tant qu'agriculteur, vous avez déclaré vos talus à la préfecture. C'est un moyen comme un autre. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette démarche? En fait, la démarche est partie déjà d'un arasement de talus sur nos terres. Et à l'époque, on n'était pas agriculteurs. Et justement, pour savoir ce qu'on pouvait faire pour sanctionner cet arasement de talus fait par un agriculteur, en plus qui n'était même pas locataire, on s'est renseigné, on s'est vite aperçu que au niveau réglementation, malheureusement, il n'y avait pas grand-chose. Donc on a pris une décision radicale, on s'est installé comme agriculteur. Et par la suite, donc effectivement, on a continué notre combat pour les talus, pour le bocage. Et on a découvert, donc il existe un article du Code rural, l'article 126.3 du Code rural. Bon, si jamais il y en a qui sont intéressés, ils pourront revenir vers moi et je leur expliquerai un peu plus en profondeur, qui permet pour un propriétaire terrien de classer son bocage. Et c'est fait par l'intermédiaire d'un arrêté préfectoral. Donc c'est la préfecture en collaboration.
Allô, allô. Voilà, donc je disais que c'est la préfecture en collaboration avec le propriétaire qui vient inventorier tout le bocage et qui va sortir donc un arrêté préfectoral qui protège ad vitam aeternam le bocage, ce qui n'empêche pas par contre de pouvoir faire les entretiens pour le bois de chauffage, mais qui interdit la possibilité d'araser totalement la haie ou le talus. Donc ça c'est une première possibilité qu'a un propriétaire terrien pour classer le bocage. Il y a aussi les communes qui peuvent classer le bocage au titre soit du PLU, soit d'une carte communale. Ça a été fait à Comana, où l'intégralité du bocage est classée. Et en théorie, je dis bien en théorie, si on veut détruire le bocage, il faut faire une déclaration de travaux, et c'est refusé ou accepté. Et si c'est refusé, normalement, c'est un refus, il n'y a pas le droit de le faire. Le problème, c'est que si on fait des classements, quels qu'ils soient, il faut qu'ils soient respectés, et s'ils ne sont pas respectés, il faut les sanctionner et les faire respecter. Mais ça, c'est une volonté politique, c'est une volonté du maire, c'est une volonté du propriétaire, c'est des volontés humaines, et à Comana, par exemple, on peut malheureusement détruire du bocage alors que celui-là, alors qu'il est classé, et avec la bénédiction du maire. Pas de la mairie, mais du maire. De protection, il faut les connaître, et je sais que c'est pas simple, donc nous on a pu le faire sur notre parcellaire, donc on a environ une 40aine d'hectares. Tout est classé, tout est géré, tout est protégé. Et si nous on l'a fait, d'autres peuvent le faire, et il faut que les agriculteurs, d'autres paysans, prennent le problème à bras le corps et se lancent dedans. Et s'il y a des propriétaires terriens dans la salle, il faut vraiment s'y mettre, et aussi demander aussi à vos communes de classer ce bocage au titre des PLU ou des cartes communales. Alors, j'ai juste une question, mais après, on peut, si vous voulez, moi ça me va, enfin personnellement ça me va. On peut ouvrir les questions au fil de... À la fin ? Ok, au frigidaire. Bah, vous pouvez garder votre question au frigidaire, s'il vous plaît. Mais moi j'en avais une, du coup, ce classement avec la préfecture se fait via donc un agent de la DDTM qui vient constater les talus, c'est ça ? Oui, c'est ça, et c'est purement volontaire. Hein. Donc nous, on a pris contact avec la DDTM, donc c'est la Direction départementale des territoires et de la mer. C'est un organisme de la préfecture. Il y a donc un agent qui se déplace, parce qu'on ne sait pas uniquement sur nos dires, et qui vient voir comment sont nos haies, les essences qu'il y a dans nos haies. Et donc on établit un inventaire, et suivant cet inventaire, donc il y a un linéaire qui va te protéger. Et petite précision aussi qui peut être intéressante, une fois que c'est classé, le linéaire engendre une exonération de la taxe foncière sur la partie classée. Donc ça peut vite être intéressant. Oui, oui, je ne connaissais pas ce procédé-là, mais effectivement, il est intéressant, et on pourra le signaler, nous, au niveau de l'univers, le diffuser. Je pense que c'est vraiment une expérience intéressante. Alors, je voudrais revenir un peu sur le classement en plus. L'expérience qu'on en a, nous, au niveau des 3 années depuis qu'on travaille sur le bocage, elle est malheureusement assez négative, puisque c'est vrai que quand les haies sont classées dans le PLU, première observation, toutes les haies ne sont pas... Il est rare qu'on trouve une commune qui classe toutes ses haies dans le PLU. Excusez-moi, juste le PLU, donc plan local d'urbanisme. Oui, le PLU, excusez-moi, oui. C'est le plan local d'urbanisme. Et la deuxième observation, c'est que, logiquement, effectivement, les maires ont le pouvoir de police et la possibilité de dresser un constat et suivi d'un procès verbal. Mais dans le nombre de maires, dans le nombre de cas qu'on a signalés, généralement les maires ne le font pas. Ils ne le font pas pour différentes raisons, qui leur appartiennent. On n'est pas ici pour juger.
sauf que le seul jugement qu'on peut faire, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, je crois qu'il faut qu'on fasse le bilan, en fait, de ces années de classement de plus qui partent d'une très bonne intention, et c'est une très bonne chose. Si les maires ne font pas le travail, il faut que quelqu'un d'autre le fasse à leur place, qui ait aussi peut-être une certaine indépendance ou liberté par rapport aux édiles, enfin aux habitants de sa commune. Donc il faut absolument que cette possibilité dans les plus soit donnée à d'autres organismes. Nous, on pense que ça pourrait être relevé de ce qu'on appelle des agents de l'OFB, de l'Office français de la biodiversité, qui pourraient être appelés effectivement à faire ces constats. Mais encore faut-il qu'ils soient accrédités pour faire ces constats. Or, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Oui, parce que ce qui se passe avec les mairies, les maires, c'est aussi une histoire de proximité qui fait que souvent c'est des petites communes, souvent il y a très peu d'agriculteurs, souvent d'agricultrices. Et comme tu l'as fortement indiqué, oui, c'est une histoire de proximité. Et puis, bon, pour la petite parenthèse, il y a aussi certains maires qui sont des maires paysans et les premiers raseurs de talus. Et c'est difficile d'être à la fois juge et parti. Mais c'est vrai que c'est difficile pour un maire de se mettre à dos une partie de sa commune ou de ses citoyens. Mais voilà, quand on est élu maire, on est élu sur un programme. Donc on peut dire aussi, si vous n'êtes pas content, rendez-vous dans 6 ans. Et malheureusement, c'est vrai que les maires, par manque de courage ou n'appliquent pas forcément. Et c'est vrai que malheureusement, nous on le voit sur la commune, le bocage est classé, mais il y a quand même des harassements et ça veut dire, c'est bon, s'il ne se passe rien, c'est comme un feu rouge. Si on ne vous arrête pas parce que vous avez grillé le feu rouge, on va en griller du feu rouge. Et là, c'est vraiment le bocage qui est foutu en l'air. Puisque personne ne nous dit rien, allons-y, on défonce tout. Non, mais c'est tout à fait vrai comme constat ce que vous faites. Et je crois que puisqu'on a le constat que ça ne fonctionne pas, il faut qu'on cherche un autre mode de fonctionnement. Donc, le travail est aux associations, effectivement. Nous, en tant qu'association, on le dit. Donc, c'est aussi peut-être aux élus de travailler dans ce sens-là et de proposer autre chose pour demain. Il pourrait y avoir peut-être les communautés de communes, mais il ne faut pas que ce soit des élus. Il faudrait que ce soit vraiment des fonctionnaires qui fassent appliquer... fonctionnaires, pas dans le sens péjoratif du terme, mais un élu pour faire appliquer la réglementation du bocage. Non, on a vu ça aussi avec les collectivités de communes, les agglos. Mais les agglos nous répondent, écoutez, nous on a des techniciens bocage, et les techniciens bocage, eux, leur travail c'est de travailler avec les exploitants, et on veut pas remplir le rôle de police. En fait, c'est pas à nous d'avoir le rôle régalien de la police. Sinon, les paysans, les exploitants vont nous dire, d'un côté, vous êtes là pour nous taper sur les doigts, et maintenant vous voulez travailler avec nous. Enfin, c'est l'argument qui est évoqué par les communautés de communes. Bon, c'est un argument qui est défendable. Hein. Et les syndicats de bassin, effectivement, sont dans cette problématique-là. Ils sont là pour travailler avec les agriculteurs et essayer de composer. D'où le rôle peut-être à avoir de l'OFB. Donc, il faut que ce soit d'autres organismes qui exercent le rôle régalien, en fait, de contrôle des talus. Alors pour information, l'OFB, si je ne me trompe pas, a été créé en janvier 2020 pour protéger et restaurer la biodiversité. Vous, Olivier Perrotte, à Glomel, vous avez aussi un exemple de solution possible que vous êtes en train de mettre en place avec le conseil municipal de Glomel, qui est un plan de gestion du bocage communal. En fait, l'autre solution, si les gens ne respectent pas les feux rouges, c'est de mettre des panneaux pédagogiques, quoi. Et donc, des actions pédagogiques et encore mieux, ça serait de donner vraiment une valeur. On connaît la valeur environnementale de la haie, la valeur patrimoniale, on a parlé de ça. Il y a aussi, de plus en plus aujourd'hui, la valeur financière de la haie, qui existe depuis toujours. Avant, on faisait des crêpes sur les biliques, sur le feu de bois, on allait chercher le bois dans la haie. Aujourd'hui, on a le gaz, on a l'électricité, on n'a plus besoin de tout ça, mais ça pourrait revenir.
Et ça revient depuis longtemps. Et nous, en 2004, quand on a créé Crèche-Brive Bois Énergie, ben, dans l'intitulé de l'association, on avait mis valoriser le bois de bocage par l'utilisation sous forme de plaquettes. Et c'est vrai que c'est une technique qui marche bien aujourd'hui. Et donc la première action qu'on a fait, c'est on a fait un groupement d'achat de chaudières. On a fait 2 groupements d'achat. On a fait 2 fois 10 chaudières, des chaudières individuelles, hein, de maison et d'exploitation agricole, pour chauffer l'eau, la laiterie dans les exploitations laitières, etc. Et donc ça marche bien. Et donc aujourd'hui, on a un outil qui s'appelle le plan de gestion de bocage. Aujourd'hui, nous on l'a fait sur notre exploitation il y a une dizaine d'années. Donc il y a des techniciens qui viennent, qui se baladent sur l'exploitation et qui, à la fin de leur journée, ils vont nous dire, ben voilà, vos haies, elles sont bien entretenues, elles sont mal entretenues, il faudrait faire ça, il faudrait planter dans certains endroits, il faudrait plus couper dans d'autres, il faudrait couper comme ci, il faudrait couper comme ça. Enfin, c'est un vrai regard technique de l'entretien de la haie, chose qu'on n'a plus dans les exploitations aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir les lamiers, comment ça travaille, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, les lamiers, bon, les gars, de toute façon, ils sont payés à l'heure, donc il faut que ça déblaye des kilomètres de haies, et c'est une catastrophe. Et donc, à travers ce plan de gestion de bocage, là, on peut déterminer le nombre de kilowattheures ou de mégawattheures qu'on peut sortir sur une exploitation agricole. Et je sais que nous, à l'époque, en exploitation, on est à 3, on a une centaine d'hectares, et on nous avait dit que vous pouvez sortir à peu près 250 mètres cubes de bois déchiqueté tous les ans, sans attaquer le capital de bois, c'est-à-dire rien que de l'entretien. Si l'entretien est bien fait, à la tronçonneuse principalement, en s'aidant de nacelles, enfin voilà, ayant suivi des formations pour gérer le bois. Si l'entretien est bien fait, on peut sortir tous les ans 250 mètres cubes de bois. Ça fait à peu près 250 mégawattheures. Ça, on peut le faire au niveau d'une commune, c'est ce qu'on voudrait faire au niveau de Glomel. Soit l'idéal, ça serait de le faire partout. Il ne faut pas rêver. On pourrait le faire au niveau de quelques exploitations au niveau de Glomel, aussi chez les propriétaires fonciers, et extrapoler au niveau de la commune, dire voilà, à Glomel aujourd'hui, on peut sortir tous les ans tant de mégawattheures. Ça fait tant d'éoliennes, ça fait tant de panneaux solaires, ça fait, j'allais dire tant de centrales nucléaires, en tout cas. Donc, en tout cas, ça fait de l'énergie. Et aujourd'hui, la commune de Glomel est en train de réfléchir à la mise en place d'une chaudière et d'un réseau de chaleur. Et ce réseau de chaleur-là va être subventionné par une aide qu'on appelle le fonds chaleur. C'est des fonds européens qui sont mis à disposition des entreprises, des particuliers qui mettent en place des chaleurs. Ça représente 40% de l'investissement, donc c'est énorme. Moi, j'en ai fait une l'année dernière. Et donc, en fait, l'idée, ça serait que seuls les agriculteurs qui aient fait un plan de gestion de bocage puissent livrer du bois à cette chaudière. C'est-à-dire que les agriculteurs, si on leur achète de bois, admettons 100 € la tonne, ce qui est très intéressant, 100 € la tonne, ça paye tous les frais. La coupe, le rangement, l'entretien des haies. Donc là, on paye l'entretien des haies aux agriculteurs. Donc c'est intéressant. Eh ben, on pourrait acheter ce bois-là aux agriculteurs à condition qu'ils aient fait le plan de gestion de bocage. L'agriculteur qui ne fait pas le plan de gestion de bocage, on ne prend pas son bois. Point. Là, je pense que ça peut être attractif. Ça c'est des idées de base. Après, on peut le mettre en place de diverses façons. Et donc, on est en train d'avancer là-dessus au niveau de Glomel. Donc, il y a une chargée de mission à Glomel qui avance avec nous là-dessus. Et on va réaliser un film, d'ailleurs, avec le petit film de Millonnec là-dessus, qui sortirait, je pense, fin 2023 maintenant. Donc, pour animer des réunions publiques qu'on va faire, pour essayer de lancer une vraie dynamique au niveau de Glomel par rapport à la création et l'entretien de bois de bocage, quoi. Alors pour rebondir sur ce que... Pour rebondir sur ce que tu viens de développer, donc ces filières bois énergie sont en plein essor en Bretagne, et il y a aujourd'hui, alors le contexte évidemment depuis quelques mois fait que ça s'est encore renforcé, mais il y a une réalité à faire valoir nos gisements en bois, et aujourd'hui il y a une réalité économique à regarder ce bocage avec cette entrée. Donc le gérer durablement pour approvisionner justement des chaudières locales, faire en sorte qu'au niveau qualitatif, CS soit géré à la fois certes pour produire du bois, mais également rendre tous les services qu'on attend de ce bocage. Aujourd'hui, sur le plan des techniques de gestion
eh bien, on commence à être vraiment au point pour optimiser tout ça en même temps, c'est-à-dire à la fois entretenir durablement le bocage et lui donner une réalité économique. Et donc j'ignorais l'état d'avancement de la démarche sur Glomel, mais elle m'intéresse beaucoup, puisque depuis 2019, il existe un label donc, qui est reconnu, validé par les deux ministères que sont Agriculture et Environnement, pour justement reconnaître les exploitations qui gèrent durablement leur bocage. Ça s'appelle le label haie. Et ce label est encadré par deux cahiers des charges. Un cahier des charges gestion, donc qui oblige à la gestion durable chacune des haies de l'exploitation, l'entièreté des haies de l'exploitation, c'est-à-dire qu'on n'inclut pas, comme à l'instar de quelques MAE, les haies qu'on souhaite intégrer. Non, là c'est la totalité de l'exploitation qui sera labellisée ou pas. Mais l'intérêt c'est de vraiment reconnaître le travail de l'exploitant en fait, à travers ce label, un petit peu comme ce qui peut exister avec l'EFC en milieu forestier. Mais l'intérêt, voilà, c'est de gérer vraiment durablement ce bocage. Le label, justement, oblige à la réalisation d'un plan de gestion durable des haies. Donc vous êtes déjà à cette étape-là, donc je viens de dire ce serait qu'une simple formalité. Et puis l'autre cahier des charges qui est très intéressant, c'est qu'il y a un cahier des charges distribution. C'est-à-dire que lorsque la matière, lorsque le bois intègre des circuits de valorisation économique, donc, et notamment celui de la valorisation bois-énergie, et bien là, il est encadré également par un cahier des charges qui sera attentif justement à l'éloignement dans l'approvisionnement du bois, au fait de ne pas surexploiter justement le bocage de l'exploitation et être attentif à la préservation de la ressource, préservation du capital, c'est-à-dire gérer vraiment durablement toutes les haies pour ne les exploiter que lorsqu'elles sont matures, d'une part, mais pas les surexploiter de manière à mettre en péril ce gisement. Et donc, c'est très intéressant. Et aujourd'hui, justement, les structures, donc les collectivités qui sont équipées de chaudières collectives, intègrent progressivement une proportion de bois labellisé de plus en plus forte dans l'alimentation de leur chaufferie. Et je pense que ce serait une piste qui serait très intéressante que vous observiez, puisque aujourd'hui, donc les filières de valorisation du bois énergie, notamment réunies au sein d'une structure régionale qui s'appelle Quatner-Brest, donc d'abord coporte le label dans sa vulgarisation avec la Fédération des chasseurs, donc des Côtes d'Armor et moi-même. Et donc eux, ce sont des spécialistes vraiment de ces filières de valorisation et on va dire de la traçabilité de la matière. Et aujourd'hui, justement, ils prônent un meilleur achat du prix du bois qui est issu justement d'exploitation labellisée. Alors une des forces aussi de ce label, c'est que c'est un label qui est certifié, donc qui est contrôlé par un organisme certificateur externe. C'est Certis pour ne pas le nommer, mais donc qui lui donne une complète, on va dire, impunité en la matière, quoi. Donc une démarche qui est très intéressante, qui est vraiment en essor et qui mérite encore de se promouvoir en Bretagne. Il y a aussi la démarche de la région Bretagne avec Braise Bocage. Braise Bocage, donc il y en a deux, un entre 2007 et 2014 et un autre entre 2015 et 2022, donc qui se finit cette année. Braise Bocage, c'est 4000 exploitations agricoles, soit 18% des exploitations bretonnes qui ont planté des haies, et plus de 5000 km de haies plantées en 12 ans. Et 20 millions d'euros dédiés aux deux programmes Braise Bocage, 1 et 2. Est-ce que quelqu'un veut en parler de Braise Bocage? Vous, Olivier Perrotte, vous êtes prêt? Je commence. Oui, Braise Bocage, c'est une initiative intéressante, effectivement, au niveau de la région, qui a axé son programme sur la plantation, la replantation en fait au niveau des haies. Mais c'est un peu en fait, on a replanté 6000 km de haies, mais combien reste-t-il aujourd'hui de haies qui ont été replantées? C'est la question aussi qu'on peut se poser. Et ce qu'on avait soulevé, nous, à Haut-et-Rivière, au niveau de Braise Bocage, c'est que les haies plantées par Braise Bocage n'étaient pas obligatoirement protégées. On a eu l'exemple parce qu'on a eu des signalements d'adhérents qui nous ont dit « Ah, il y a ma haie, les haies qui ont été supprimées ici sur telle commune ». On est allé voir un peu, on a poussé un peu la recherche, et puis on nous a dit « Ah oui, mais c'est des haies Braise Bocage ». Et si les haies Braise Bocage ne sont pas déclarées au niveau de son exploitation
enfin au niveau de la PAC, la politique agricole commune, puisque chaque exploitant, en principe, est tenu de déclarer tous les éléments qu'il y a sur son exploitation. Si les haies ne sont pas déclarées, les haies ne sont pas protégées. Et pour les haies, alors on nous a dit, mais il faut que les haies soient inscrites dans le PLU. Oui, sauf que les PLU, ça ne se refait pas tous les ans. Donc on assiste en fait à 6000 km de haies qui ne sont pas véritablement protégées. Et c'est ce qu'on enfin, c'est un de nos regrets, on va dire, pas reproche, soyons diplomates. C'est un de nos regrets qu'il n'y ait pas une convention au niveau de l'exploitant de façon que la haie soit protégée. Bon, j'étais l'autre jour au Copil à Cargues-Moellou, le technicien bocage indiquait quand même qu'une haie donc Bresse-Bocage revenait à peu près aux alentours de 15 000 €. Donc 15 000 €, bah, 1 km de haie, quoi. 1 km de haie sur talus, c'est à peu près le prix d'une haie. 15 000 €, c'est pas rien, surtout quand c'est la collectivité qui le paye. Donc il serait quand même normal que ces haies soient automatiquement protégées. Ils n'ont pas l'habitude d'investir ou de donner de l'argent comme ça, enfin quand on est une entreprise privée, et que le lendemain ou le surlendemain, il n'y ait pas d'obligation en fait, de conserver ou de valoriser cet argent sous la forme de haie qui a été planté. C'est notre regret au niveau de Bresse-Bocage actuellement. Bon. Mais on est là, on est dans le comité le comité de vigilance, on va dire, par rapport à ces choses-là, et on compte bien sur la communauté de communes, et je pense que le message est là, hein. Je pense qu'il n'y a pas de souci, ils vont être attentifs à ça, attentifs à ce que ces haies-là soient vraiment certifiées, et notamment par, on l'espère, la mise en place d'un système qui fera que toute haie défaite sera remboursée par l'agriculteur. Et c'est vrai que donner un coup de pelleteuse ou un coup de bulldozer, ça a un certain prix, mais quand il faut rembourser 15 000 € pour 1 hectare de haie, je pense que ça donnera à réfléchir quand même. Voilà. Alors, la maintenir, c'est une chose, mais surtout la maintenir dans un état fonctionnel. Pour reprendre des chiffres d'un diagnostic qui vient d'être réalisé justement et qui a dressé le bilan des 2 programmes Bresse-Bocage successifs, 23% des haies qui ont été financées par Bresse-Bocage ont déjà soit disparu, soit sont dans un état relique. C'est-à-dire qu'en matière d'accompagnement de ces plantations, ça oblige un suivi, ça oblige un accompagnement, mais ça oblige justement une démarche aussi qui est en amont, qui est de prendre l'assurance que l'agriculteur qui va bénéficier de ces fonds publics pour recréer un bocage, eh bien, il faut qu'il ait l'accompagnement, mais surtout la volonté d'entretenir ce patrimoine bocager de manière durable. Et il faut qu'il s'approprie cette gestion. Et là, aujourd'hui, on est en train comment dirais-je, de faire en sorte que le futur programme Bresse-Bocage, justement, intègre et soit beaucoup plus attentif à la gestion de l'existant. Alors, y compris le suivi de ce qui sera, on va dire, récemment implanté, mais de protéger également l'existant. Un chiffre qui est ressorti de cette enquête, et je l'ai évoqué tout à l'heure sur le terrain, mais 80% des haies bretonnes qui sont en place sont jugées dans un état dégradé. C'est-à-dire qu'il y a une urgence, c'est-à-dire qu'elles ne remplissent plus les fonctions qu'on attendait. Ça veut dire qu'elles sont dans un état, même pour certaines d'entre elles, c'est encore parfois des semblants d'alignement d'arbres, mais ce n'est surtout plus des haies au sens du terme. Et là, il y a cette obligation d'accompagnement des agriculteurs, justement, à faire en sorte qu'ils s'approprient au mieux cette gestion durable. Donc normalement, dans les missions, les nouvelles missions des techniciens bocage, il y aura ce forcing à essayer de tendre vers un nombre accru d'exploitations labellisées, d'augmenter, d'accroître les réalisations des plans de gestion durable des haies, et puis après de faire en sorte d'accompagner au mieux chacun des agriculteurs qui se lancera un peu dans ces démarches de réappropriation de la gestion durable, puisque malheureusement non plus en école d'agriculture, hein, c'est des techniques qui ne sont plus enseignées, quoi, hein. C'est clairement, quoi. Autrefois, les savoirs de gestion des haies étaient transmis de père en fils en fait, hein. Mais ce n'est surtout pas enseigné en lycée agricole, et là il y a des choses aussi à travailler. Donc là on a vu un peu les démarches des collectivités locales, administratives on va dire, pour préserver le bocage. Est-ce que vous pensez aussi que l'associatif
un rôle. Eau et Rivière ou Kreisbrisbau Énergie. Moi j'ai aussi l'exemple de le week-end dernier par exemple à la Chapelle Neuve au centre Forêt Bocage, il y avait la journée de l'arbre. Ils organisent aussi des stages pour des stages tronçonneuses, pour apprendre aux gens à... Et ils se sont retrouvés avec effectivement des gens qui taillaient des haies depuis 20 ans mais qui n'avaient jamais vraiment... à qui on n'avait jamais appris exactement comment bien le faire. D'autres personnes qui n'osaient pas le faire, mais qui avaient l'envie de le faire bien. Il y a aussi le groupement d'agriculteurs Les Racines du Blavet, qui s'est monté là autour de Melpestivien, dont un reportage passera mercredi sur RKB à midi, si vous voulez l'écouter. Et qui, du coup, est un collectif d'agriculteurs qui va dans les fermes, justement, sensibiliser à la biodiversité, aux haies, aux talus, aider les agriculteurs justement à ce qu'ils y trouvent un atout économique et de résilience, on va dire, sur leur ferme. Quel est, du coup, maintenant qu'on a fait le point un peu sur les démarches administratives, votre rapport par rapport à l'associatif, par rapport à un aspect un peu plus citoyen et peut-être plus d'accompagnement, de suivi qui va plus loin que juste un budget. Moi je pense que là où c'est très intéressant que des associations soient partie prenante, c'est le côté proximité. C'est-à-dire qu'une action comme celle qu'on engage à Glomel par exemple, il faut de la proximité entre les gens qui sont motivés pour le faire et les gens qui ne sont pas. Et donc de voir que son voisin agriculteur s'engage dans quelque chose et en discute lors de rencontres à diverses occasions, c'est très intéressant. Les agriculteurs n'aiment pas trop voir des techniciens de l'administration rentrer dans leur terre, quoi. On parlait de la police de l'eau, etc. C'est du flicage, quoi, hein. On n'aime pas trop ça. Et donc, il y a un côté quand même très pédagogique par rapport à ça. Et le fait d'avoir des associations locales, ça permet d'avoir une proximité qui facilite grandement cette pédagogie-là.